cette deuxième table ronde, l'idée de départ, c'était d'essayer de comprendre comment l'être humain peut et doit s'adapter à ce qui l'entoure, ce qu'on appelle la nature en général. Voilà. Vous êtes d'accord ou pas avec cette définition, mais on a tendance à l'aider comme ça, dans une perspective de survie finalement. Et aussi se demander en sens inverse dans quelle mesure l'ensemble de la biodiversité est contrainte, en tout cas amenée à s'adapter à la présence humaine. Donc ça c'est vraiment le cadre un petit peu large de ce dont on va parler, mais on va aller un peu plus dans le détail. Donc pour parler de ça, vous êtes 4 invités à nouveau autour de 2 projets. D'une part le projet Alpage Sentinelle, qui est un dispositif qui est né dans le Parc national des Écrins, n'hésitez pas évidemment à me corriger si je dis des erreurs. Un dispositif qui vise à mieux comprendre, même à anticiper les conséquences du changement climatique en alpage. Et donc, pour en parler, Myriam Libert. Bonjour Myriam. Vous êtes ingénieur d'études pour Alpage Sentinelle, mais aussi pour le dispositif Refuge Sentinelle. Et à côté de vous, Vincent Auger. Bonjour Vincent. Vous êtes chargé de mission scientifique au Parc national de la Vanoise. Voici pour le premier projet, mais on va aussi parler du projet Récibiodal, qui s'intéresse aux conséquences sociales de la présence du loup dans le massif de Beldon. Et vous portez notamment une attention particulière à 2 enjeux, je crois, l'alimentation et les paysages. Donc, Edith Chesel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en géographie à l'Université Grenoble-Alpes et vous effectuez notamment des recherches sur les relations entre humains, non-humains et paysages. Et à côté de vous, Bruno Caraliel. Bonjour Bruno. Vous êtes directeur de la Fédération des alpages de l'Isère. Comme tout à l'heure, on garde un petit temps d'échange à la fin de cette discussion. Et ça paraît assez évident, maintenant que j'ai fait votre présentation, qu'il y a quelque chose qui vous lie tous les 4, c'est les alpages et par extension la présence du loup. On va sûrement avoir l'occasion d'en parler au cours de notre échange. La première chose à demander, on va revenir sur cette notion de partenariat, mais qui est au cœur en fait quand même de cet après-midi et de cette journée, de ces rencontres. Edith, je me tourne vers vous, peut-être comment la recherche en fait se nourrit du terrain, c'est peut-être une relation de partenariat. Comment la recherche se nourrit du terrain, qu'est-ce que ça vous apporte? Moi en fait je suis plutôt géographe, donc la recherche sans terrain, elle n'existe pas. Par contre, dans notre cas, ce n'était pas seulement une recherche, c'était un projet de recherche-action, comme on l'appelle au départ. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ce que c'est que la recherche-action, peut-être? Oui. Alors, c'est une recherche donc, qui se fait c'est un projet qui se construit en partenariat avec des acteurs du territoire, donc en l'occurrence la Fédération des alpages de l'Isère, mais aussi l'Espace Beldon, qui est dans l'équation de départ de Récibiodal, et avec lesquels on a formulé, reformulé des questions de recherche et de travail et d'action au fur et à mesure du projet. Et alors, peut-être pour Myriam, quel est pour vous l'intérêt d'un partenariat avec le Parc national de la Vanoise? Et aussi comment concrètement en fait, vous travaillez ensemble, puisque c'est ce qui nous intéresse. Alors moi j'ai travaillé avec Alpage Sentinelle depuis assez récemment sur un projet spécifique où j'étais en effet au contact en partenariat avec des parcs nationaux, donc les Écrins et le Mercantour, pas la Vanoise à cette occasion, mais on se connaît quand même parce que finalement on travaille en lien avec les parcs nationaux qui partagent les mêmes problématiques sur les alpages. Et donc, finalement, travailler avec eux, c'est aussi comprendre leur vision sur le territoire des problématiques qu'on peut avoir en alpage, et aussi, finalement, derrière, aussi partager les résultats que nous, chercheurs, on peut aller chercher auprès d'acteurs de terrain très spécifiques pour faire ce lien aussi, créer du dialogue entre différents acteurs. Alors, dans cette espèce de longue introduction que j'ai faite, j'ai parlé de différentes notions. Il y avait l'adaptabilité, la durabilité. J'ai l'impression que ce sont des thématiques chères aux parcs nationaux. Donc le parc de la Vanoise, c'était le premier qui a été créé en France en 1963. On ne va pas refaire bien sûr tout l'historique, mais peut-être s'intéresser à aujourd'hui. Est-ce que c'est au cœur des préoccupations actuelles de penser durable, long terme et adaptation? Ça fait partie de notre essence. C'est clair que la création des parcs nationaux a été faite, alors certainement à l'origine,
pour des questions très pratiques de préservation de l'environnement. Et c'est clair qu'en particulier avec la loi de 2006 qui a étendu ou un peu modifié la règle du jeu au niveau des parcs nationaux, pour faire simple, on se rapproche beaucoup plus maintenant des parcs naturels régionaux et clairement, avec cette modification, cette évolution, la mission de s'occuper avec le territoire de la durabilité, ça fait partie du cœur de notre métier. Vous y réfléchissez en fait Voilà. au quotidien et mettez des actions en place en ce sens. Voilà. Et comme on est un acteur du territoire qui s'intéresse en fait à tous les usages, on s'intéresse aussi du coup, la durabilité, on la voit aussi sur tous les types d'usages. Donc le pastoralisme avec la chantinelle, mais aussi sur plein d'autres problématiques. Je me tourne vers vous. De la même façon, pour essayer d'introduire un peu quel peut être votre rôle en tant que fédération, quels sont peut-être les enjeux en fait, auxquels vous faites face aujourd'hui et qui peuvent vous amener à collaborer sur des missions de recherche comme celle-ci. Et ça appelle aussi, je pense que ça rappelle aussi la notion de territoire que vous avez évoquée autour d'Alpage Sentinelle et la relation au territoire dans les applications qu'Edith a aussi souligné. La Fédération des Alpages, c'est une association d'éleveurs, d'élus des communes de montagne et d'intercommunalité. Les grands sujets qui traversent le pastoralisme en ce moment, en tout cas c'est le dessus de l'iceberg, c'est la question du changement climatique qui vient perturber les ressources, l'accès aux ressources. Pour nous, c'est principalement l'herbe et l'eau, d'abord dans les dépôts, mais c'est aussi l'eau d'alimentation des logements pastoraux. Certains logements déconnectent des sources maintenant, ce qui est nouveau et ce qu'on n'avait même pas imaginé il y a 10 ans de ça encore. Et la troisième chose, c'est la question du rapport social à la nature et à l'élevage. Alors je fais un gros melting pot, c'est-à-dire que dans cet ensemble-là qui mériterait d'être éclaté, on a un rapport de nos concitoyens aux espaces naturels qui est très particulier, la polémique sur la chartreuse, je le remonte et le redis. On a un rapport à l'alimentation qui est très particulier, notamment aux produits d'élevage, et qui est déconnecté d'une forme de réalité à mon sens, et qui mériterait du coup d'être travaillé sur le fond. Et on a aussi une évolution des rapports des individus entre eux, dans les rapports employeurs-salariés, et dans les rapports de force aussi sur l'accès au savoir et à la communication, qui sont complètement perturbés par des influences qui ont des valeurs difficiles à appréhender, comme celles des réseaux sociaux, comme une impression d'avoir une très bonne connaissance des sujets, et ainsi de suite. Donc on est avec ces espaces naturels où tout semble possible en fait, et la gestion de ces espaces naturels, mais je pense que les collègues gestionnaires d'espaces naturels protégés doivent vivre un peu la même chose, où tout se dit, n'importe quoi se dit, ça devient vérité, et on ne sait plus sur quelle base accrocher un fond. Voilà, donc nos péripéties, elles sont assez larges. En tout cas, les grands enjeux dans lesquels on s'inscrit sont ici. Et le fait d'accrocher une action à une démarche territoriale, comme c'est le cas pour Alpage Sentinelle ou comme c'est le cas pour Récit Biodal, et on cherche, nous, à accrocher nos actions à ces endroits-là, c'est que la réponse technique, elle existe toujours, mais elle ne peut pas être standard, et une réponse technique, quelque part, ne sera pas la même qu'ailleurs. Alors, je veux bien le dimensionnement des tuyaux, des bacs d'eau et ainsi de suite, je veux bien, ça peut passer, quoique la manière de capter une source, la manière de la partager avec d'autres usagers, la manière de la partager avec la nature, va changer suivant les milieux. Sur les hauts plateaux du Vercors karstiques où il n'y a pas d'eau, on n'aura pas les mêmes attitudes que sur Beldon, où l'eau est encore alimentée par les glaciers pour le moment. Donc, la réponse technique, elle nécessite forcément une spécificité territoriale, même si le bagage il peut être assez général, mais il faut derrière qu'il y ait une application localisée. Et cette question-là, elle dépend d'éléments physiques, comme je disais tout à l'heure, mais elle dépend aussi d'éléments humains. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que le territoire veut faire avec son objet. Donc c'est là que la recherche intervient, c'est l'apport de la recherche dans cette collaboration. Et complètement. Et le territoire, il est à la fois une entité géographique homogène. Alors, non, c'est pas à la fois. Il peut être une entité géographique homogène. Je ne vais pas me lancer dans la définition du territoire. Mais en tout cas, comme je le perçois, parce que c'est pour éclairer notre posture, mais du coup, il y a l'entité géographique homogène. Ben, voilà, ça, du coup, c'est des critères physiques qui répondent. Et puis après, il y a l'entité de gouvernance bassin de vie. Peut-être remélanger les deux là un petit peu au risque d'être à côté. Mais du coup, dans cette entité-là, ça veut dire qu'il y a un pouvoir, en tout cas, il y a un collectif d'élus
ou une administration, ce qui est le cas d'un parc national, ou d'un parc naturel régional aussi à sa manière, qui vient proposer un ordonnancement des enjeux, des réactions et ainsi de suite. Et donc du coup, l'action technique ne peut pas être séparée du territorial, même si elle a besoin certainement d'un bagage assez commun à tout. En gros, c'est la formation initiale des ingénieurs, mais derrière, il faut venir l'appliquer à la réalité territoriale et pas que physique. Myriam, Edith, vous, dans quelle optique vous avez commencé ce travail? Est-ce que vous aviez des enjeux précis en tête auxquels vous vouliez apporter des solutions, ou c'est vraiment, au contraire, analyser, chercher sans vraiment savoir vers quoi vous alliez? Moi, pour le travail spécifique, donc je travaille sur les interactions entre les activités pastorales et récréatives en montagne, aux alentours de refuges. Donc, il y a ce contexte de toutes ces évolutions climatiques, environnementales, culturelles qu'on a, qui est là. Mais on est allé chercher sur des sites spécifiques, des terrains spécifiques, parce que finalement, chaque montagne, chaque alpage, on revient un peu sur ces histoires d'échelle et de territoire, a ses spécificités, ses sources potentielles de conflit, ses problèmes en termes de raréfaction d'une ressource ou d'une autre. Donc finalement, on a bien un contexte global qu'on peut comprendre, mais essayer de chercher des solutions sur des territoires un peu spécifiques pour comprendre comment ça fonctionne, ça permet finalement derrière après de dézoomer et d'avoir une meilleure idée sur l'ensemble du territoire et apporter des solutions potentielles. Et donc l'idée, c'est bien de chercher des solutions, pas seulement de récolter des données ou d'apporter du grain à moudre à un parc national par exemple, ou d'essayer ensemble de trouver des solutions. Tout d'abord, essayer de se mettre d'accord sur un constat. C'est déjà la première étape finalement avant de pouvoir trouver des solutions, et c'est en comprenant mieux finalement ce qui se passe sur tel ou tel site que derrière on peut réfléchir ensemble avec plusieurs mondes, à la fois récréatifs et pastoraux, à en effet réfléchir avec des billes, avec les acteurs territoriaux sur ce qu'on peut faire. C'est la même chose pour vous, Edith, c'est une recherche de solutions, ou plutôt d'effectuer des constats qui ensuite vont pouvoir être utilisés quelle que soit la manière qu'ils vont utiliser. Comment dire, c'est un peu plus mélangé. Je pense que ça, là, en tout cas dans notre historique commun, il y avait une demande au départ qui était de dire quel est l'état de la prédation avec Don. Et donc les élus, acteurs, les familles, Espace Belle ont sollicité Coralie, qui fait partie du projet avec nous, parce qu'elle est spécialiste des relations humaines sauvages. Et elle m'a un peu embarquée dans le truc, alors moi je connaissais rien, parce que moi je travaille sur la question de l'action collective, comment on forme des collectifs autour des problèmes environnementaux. Et donc ensemble, tous, on a petit à petit reformulé cette question de l'état de la prédation, à comprendre les effets de la présence des loups en Val d'Or, pas que sur les brebis, mais aussi sur les éleveurs, sur les bergers, mais aussi sur les randonneurs, les gardiens de refuge, etc. Bon, voilà, on a pu ce que je veux dire, c'est que cette recherche-action, ça a été aussi de notre part plutôt une aide à reformuler les questions pour justement pas chercher les solutions qu'on attend, mais chercher à se déplacer un peu, parce que sur la question des loups, comme beaucoup le savent ici, on est un peu bloqué depuis leur retour. Et voilà, donc déjà comment on peut en fait arriver à faire la discussion, comment on peut, voilà. Et donc ce qu'on amène nous, c'est pas des solutions clés en main, quoique maintenant on arrive à faire des propositions, des ouvertures, des perspectives, mais ça a été plutôt déjà de en fait complexifier les questions, ou en tout cas les déplacer pour pouvoir créer de nouvelles discussions qui, on espère, elles donneront lieu à des actions. J'avais cette impression que vous vouliez réagir. Non. En fait, c'était juste pour compléter. Le programme Alpage Chantinet, justement, il est assez original par rapport à votre question. C'est qu'il ne cherche pas à produire des solutions. C'est vraiment un programme recherche-action ou recherche collaborative, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qui en fait a un angle d'approche à la fois sur le climat, mais aussi sur les pratiques avec les éleveurs. Et l'originalité, c'est que les chercheurs et les différents acteurs, on essaye de voir quelles sont les solutions que les acteurs de terrain mettent en œuvre déjà, ou imaginent, etc., ou on teste, pour que justement ces pratiques un peu, ou ces solutions qui ont été trouvées localement puissent percoler ou voir dans quelle mesure elles sont transposables en fait à d'autres types de territoires. Donc on n'est pas exactement dans votre question. Voilà, nous on n'a pas missionné, on ne s'est pas intégré pour trouver des solutions, plutôt pour
partager les solutions qui peuvent être trouvées par le collectif. En préparant un petit peu justement cette table ronde, j'ai eu cette impression que la recherche pouvait en fait favoriser le dialogue, et aussi parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec un réalisateur de documentaire, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jean-Michel Bertrand, qui avait sorti plusieurs films sur la thématique du loup. Donc il y a eu La Vallée des loups, Marche avec les loups, et il s'apprête à sortir un troisième, en fait il va clôturer sa trilogie. Il va y avoir Vivre avec les loups, qui sort en janvier 2024, que j'ai pu voir, et où justement, lui qui est passionné par la question du loup, mais fait ce travail documentaire, il est allé auprès des acteurs de terrain pour essayer de faire entendre différentes voix. Et en fait, j'ai fait un petit peu un parallèle avec les différents travaux de recherche, où c'est un peu la même chose, ça donne à voir ce qui se passe sur le terrain, ça donne à entendre différentes voix, et ça permet de réinstaurer un dialogue qui, sur la question du loup, est rompu en fait, actuellement. Et je ne sais pas si vous avez la sensation aussi, comme ça, d'ouvrir le dialogue en faisant vos travaux de recherche. Pour vivre les deux chantiers, Alpage Sentinelle et Récif de Vague et puis d'autres, la problématisation, elle est partagée. Et je pense que ça, c'est un élément de réponse à votre question, c'est-à-dire que jamais quelqu'un est venu poser... on est parti d'un enjeu commun, on a un problème de présence de la prédation, mais vous voyez que ça a été relié à l'alimentation. On a un problème lié au changement climatique, on ne sait pas ce qui nous arrive, et encore, il ne se passait pas grand-chose au moment où on a déclenché la machine de l'Alpage Sentinelle. Et en fait, régulièrement, dès le départ et régulièrement, on participe à la problématisation. Donc du coup, au repérage d'enjeux plus fins, à essayer de comprendre où vont se porter les éléments de recherche, à sortir des lieux communs que tout le monde a malgré lui en tête, de manière aussi à poser les bonnes questions. Mais là, on est au niveau de l'éleveur, du berger. Plutôt que de dire, pardon, je vais être trivial, mais tout est foutu, on n'y arrivera plus, voilà, ben, c'est plutôt se dire, ben, en fait, on a autant d'eau que d'habitude, parce qu'il a fallu vérifier, donc on s'est dit, tiens, est-ce que la pluie a changé, est-ce qu'il fait plus sec, pourquoi est-ce que les sources tarissent, et on avait des hypothèses, des vitesses de déneigement, enfin, voilà, des choses a priori toutes simples et pleines de logique. Certaines ont été évacuées parce qu'elles ne sont pas scientifiquement valables en termes de suivi dans le temps et ainsi de suite, d'autres sont restées. Pareil pour le récit biodal, où au lieu de parler simplement avec les émotions, on a gardé les émotions pour essayer de construire un rapport à l'objet qui est stratégique, mais surtout on est allé chercher plus dans le détail où est-ce que ça se joue, comment les élus s'en saisissent, vers quoi est-ce qu'il faut aller, et du coup ce rapport entre science et opérationnel, il est hyper stratégique. Mais vraiment personne n'est venu nous dire la problématique c'est ça, allons-y. J'ai vraiment l'impression d'avoir été associé pleinement à la question de la problématique, et d'autres l'ont été aussi. Et le résultat n'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé au départ, mais c'est décalé un peu. Sur cette notion-là de dialogue, de discussion, peut-être que vous voulez réagir aussi. Est-ce que vous sentez l'apport en fait de votre mission en ce sens, quoi, d'ouvrir la discussion, d'ouvrir le dialogue? Oui. Ok, oui, je veux bien prendre la parole. Et oui, comment dire, moi je trouve qu'on a réussi à dialoguer différemment, on a organisé petit à petit différentes sortes d'ateliers en présentant des résultats intermédiaires de l'enquête, en présentant des expositions photos, en allant vers le festival du film sur les grands espaces, enfin, aussi en cherchant différents lieux de dialogue. Et je pense qu'il y a des élus dans l'affaire qu'on a convaincus. Je disais en aparté à notre collègue de Dubaï par rapport à la question de la fin de la table ronde précédente, que clairement je pense qu'on n'a pas réussi à discuter avec tout le monde et à convaincre tout le monde, mais il y a certains à qui on a tendu des perches et qui les ont saisis, et notamment je me souviens d'un jour où on a compris que si les élus ne comprenaient pas pourquoi leurs techniciens s'étaient intéressés à cette recherche-action, etc., on n'y arrivait pas. Et donc on a convoqué, je ne citerai pas son nom, mais quelqu'un de l'Espace Védon. En 2 heures, on lui a expliqué comment travailler pour qu'on posait ces questions-là, qu'est-ce qu'on avait fait jusque-là, etc. Et lui, on l'a convaincu. Et à partir du moment où lui, il a été convaincu, on a pu déployer d'autres choses, et lui-même a essayé de convaincre d'autres personnes. Et après, on est pris aussi dans les jeux politiques et autres. Et tout le monde sait ici que l'Espace Veldon a ses propres problèmes à régler avant de continuer ses recherches-actions avec l'université. Mais en tout cas, je pense qu'on a, sur la construction du dialogue, moi, c'est ce que je retiens vraiment
Et puis je remarque, ça fait un peu écho à ce dont on a parlé au cours de la précédente table ronde, mais à l'instant, vous expliquez que vous avez réussi à les convaincre, par exemple. Donc, on voit qu'il y a une démarche volontaire et que, encore une fois, on sort de cette posture du chercheur qui surplomberait un petit peu ou qui serait uniquement dans la réflexion et pas dans l'action. En fait, vous êtes des acteurs, tous et toutes, de terrain, vous êtes dans l'action et pas seulement dans la réflexion. Concrètement, sur le terrain, pour le projet Apache Sentinelle, ça se passe comment, ce dialogue-là? Comment est-ce qu'il est mis en place? Et une fois que vous recevez les observations, qu'est-ce qui se passe ensuite en fait, pour qu'on comprenne comment, de la recherche, on passe à l'application sur le terrain? Ouais. Après, donc, ce qu'il faut voir, c'est le collectif, il est très divers. Et je mettrais, il y a vraiment 3 catégories d'acteurs. Il y a les chercheurs, les acteurs de la recherche. Il y a les gestionnaires d'espace sur le territoire sur lequel ça se passe. Et il y a les éleveurs, ou la profession agricole, la société d'économie après, c'est failli. Et c'est vrai que c'est toute cette difficulté-là, c'est que c'est 3 types de personnes, enfin, de structures ou d'acteurs qui sont très très différents. Voilà. Et du coup, c'est faire prendre la mayonnaise entre ces 3 groupes d'acteurs-là, c'est vraiment pas évident. Et autant on va dire que historiquement, culturellement, les choses se passent relativement, enfin de manière assez fluide entre les chercheurs et les gestionnaires d'espaces protégés, parce que voilà, on a une culture commune, on a un historique de travail en commun. Apache Sentinelle, c'est certainement un des premiers programmes qui s'est déployé en allant aussi loin dans la participation des acteurs de terrain. Voilà. Et c'est vrai que mobiliser, ça a été je trouve, en tout cas chez nous, ça a été une des difficultés ou des challenges, c'était d'arriver à trouver des éleveurs et à motiver des structures professionnelles agricoles de s'investir dans ce domaine-là qui n'était pas du tout leur habitude, qui n'était pas dans leur gène, quoi. Et voilà, donc et même si ça fait 10 ans que ça dure, c'est jamais, enfin voilà, c'est pas écrit que ça va durer pendant des décennies encore. Voilà. Est-ce que... Ouais, enfin, juste pour ajouter, il y a vraiment cette relation de confiance à créer avec ces acteurs de terrain qui finalement est pour créer ce dialogue qui peut se faire entre des mondes qui sont différents, le monde de la recherche, des acteurs territoriaux, des éleveurs, des bergers, et le monde récréatif aussi par exemple. Et du coup, c'est vrai que sans confiance, vraiment, et c'est un travail de long terme finalement, on peut difficilement réussir à faire en sorte que tous ces mondes-là dialoguent. Je me suis demandé comment, sachant qu'on fait des constats qui sont assez rudes aussi sur le terrain, on parlait du loup, le fait qu'il est présent, qu'il faut cohabiter, qu'il faut faire avec, ça pourrait aussi créer on pourrait avoir une posture un peu défaitiste, de se dire finalement on ne peut rien faire de plus, on baisse un peu les bras. Au contraire, on parlait de recherche-action, il s'agit en fait de mobiliser, de se rendre compte qu'à partir d'un constat, on arrive à mettre des choses en place et à créer un mouvement. Et ça paraît vertigineux en fait de réussir à créer ce mouvement. J'ai l'impression que pour vous c'est beaucoup plus... c'est une évidence, mais comment ça se passe réellement? Oui, non, c'est, comment dire, je disais oui, on peut dire qu'on a réussi à dialoguer avec ça, avec certaines personnes, d'autres ne sont jamais venues aux propositions de discussion collective, certaines propositions qu'on a faites sont tombées à l'eau, enfin voilà, ce passage à l'action, une fois que la recherche a été menée, que les questions ont été posées, reformulées, les dialogues ouverts, les résultats rendus publics, enfin en tout cas, bon, derrière, à un moment, il faut qu'il y en ait qui s'en emparent pour mettre les choses en place. Et là-dessus, on est resté. On attend. Voilà, et après, c'est là où. Enfin, nous, on s'est dit plusieurs fois, finalement, là, nous, on arrive à nos limites. C'est pas à nous, derrière, de faire l'animation territoriale sur
sur les actions à mener. Une fois qu'on a fait des propositions, qu'on a dit bah, en fait, regardez sur le territoire, il y en a déjà qui font ça, donc peut-être qu'il pourrait y avoir une notification, une réplication. Et une fois qu'on nous on le dit, après c'est tout. Ou on l'écrit. Derrière, c'est aux acteurs de s'en saisir. La question de départ, c'était s'adapter pour mieux durer. En fait, il faut déjà faire durer les solutions que vous êtes en train de faire émerger. C'est déjà ça, en fait, le premier enjeu. Avant de réussir à se projeter dans l'avenir, c'est qu'il se passe quelque chose là, aujourd'hui. Mais comment on fait pour garder espoir? C'est presque ça, en fait, la question. Comment on fait quand on mène un travail de recherche pour garder cet élan et garder ce mouvement? On n'y arrive pas tous les jours. Ça demande du temps. Voilà. Et d'avoir des pilotes dans l'avion qui ont le temps de vraiment piloter et de faire prendre la mayonnaise et de maintenir cette mayonnaise dans le bon état. Et nous, on le voit, hein, ça fait 10 ans et on est tellement pris par plein d'autres sujets hautement plus importants, ou en tout cas plus prioritaires, que garder la mayonnaise levée est très très compliqué. Il y a globalement un essoufflement de certains acteurs. Et si on n'est pas tout le temps en train de montrer ce que ça apporte, en fait c'est ça. Ce qui est le plus dur, souvent par rapport à beaucoup d'acteurs locaux, c'est qu'on n'apporte pas forcément les solutions. Alors c'était plutôt pour ça qu'ils étaient rentrés dans ce dispositif-là. Et c'est la temporalité qui n'est pas forcément la bonne. Parce que voilà, les effets du changement climatique, clairement, que ce soit sur l'environnement ou sur les activités pastorales, c'est pas, ça ne change pas du jour au lendemain. C'est des choses qui évoluent de façon relativement lente. Et même 10 ans, on est loin d'avoir toutes les réponses ou toute la compréhension en fait, de toutes ces interactions. Du coup, on comprend mieux aussi cette lenteur du fait d'être obligé en fait, d'imbriquer des structures. Ce n'est pas seulement là, vous êtes sous forme presque de binôme. Ce serait facile en fait si c'est en fait, sur Alpage Sentinelle, on a le trinôme. Dans avantage, parce qu'Alpage Sentinelle a aussi inspiré la manière de travailler de Récif Biodal par infusion, comme Récif Biodal continue de porter ses fruits ailleurs, parce qu'il y a des espèces d'habitudes de travail qui sont venus et qui restent dans les bagages des techniciens et techniciennes, des ingénieurs qui sont sur le terrain, mais aussi des élus locaux, peut-être aussi des éleveurs qui passent de l'un à l'autre, parce qu'ils sont concernés par le changement climatique en Alpage, ils vont être aussi concernés par la question du loup, et donc ils ont pu entendre parler de l'approche sciences humaines. Et l'approche sciences humaines dans les milieux ruraux, c'est pas des plus simples à aborder. En fait, on ne parle pas de soi et puis l'ensemble humain n'est pas un ensemble en fait. C'est une lutte permanente contre la nature ou dans le rapport à la nature, mais ça ne fabrique pas une société en tant que telle où les gens à l'intérieur ne le voient pas. En ville, je pense que dans les groupes urbains, c'est un peu différent. Je ne vais pas me lancer là-dedans non plus, mais je pense qu'il y a un rapport à la porosité face aux sciences humaines qui est assez faible dans les campagnes. Du coup, je trouve que ça y contribue. Pour se donner espoir, dans un comité de pilotage de plan pastoral, enfin dans 2 comités de pilotage de plan pastoral, un pour Alpage Sentinelle et un pour Récif Biodal, les éleveurs qui sont très présents dans le tour de table, c'est d'ailleurs les principaux présents dans le tour de table qui affectent les crédits, font le choix à chaque fois qu'on engage un programme de recherche comme ça, qui va prendre des sous dans le territoire, d'enlever des moyens d'investissement dont ils ont absolument besoin, pour les mettre sur des moyens immatériels qui sont réputés être une étude de plus, du côté un peu trivial. Et ils le font en fait, c'est-à-dire que personne ne leur force la main, mais quand on a un comité de pilotage qui démarre en disant mais attendez, à Alpage Sentinelle, si on n'a pas de moyens, il faut absolument que ça continue, donc on met des sous de ce qu'on a à faire dans Alpage Sentinelle. Alors c'est pas la totalité du programme qui est financé comme ça, mais c'est tous les relevés de terrain de fin de saison partagés. Ça veut dire qu'ils vont financer le parc naturel régional et le service pastoral du coin, je prends cet exemple-là, pour que des moyens soient détournés de la contention, des choses très pratiques, des logements, des bergers, ainsi de suite, vers de l'immatériel. Et pareil pour Récif Biodal, c'est-à-dire que c'est un comité de pilotage qui a décidé d'affecter une part de ses financements à cette action-là. Donc ça c'est un vrai acte politique. Et c'est par petites touches comme ça qu'on va continuer de garder les sciences humaines présentes dans les travaux
dont la finalité est très technique, comme on continue d'avoir des troupeaux en estive face au changement climatique, face à la prédation. Et du coup, comment est-ce qu'on se donne des outils pour continuer à travailler avec des partenaires qui d'emblée ne sont pas des partenaires spontanés, les usagers des activités de pleine nature, voilà, que par ailleurs on appelle les touristes, les gestionnaires d'espaces naturels protégés. Par ailleurs, on pourrait dire qu'on n'a pas besoin d'eux, ça fait 10 000 ans qu'on gère ça, pas tant, mais ça fait 2000 ans qu'on gère ça, ou 1500 ans, pas de problème. Enfin, vous voyez, ce genre de choses qui font qu'en fait, des partenaires rentrent dans les sphères de travail, et donc du coup parce qu'on trouve aussi une explicitation en sciences humaines de cette légitimité de la matière qu'ils apportent et ainsi de suite, arrivent à apporter pleinement ce qu'ils ont amené. Voilà, c'est pas une échelle de valeur, mais c'est simplement le fait d'élargir sans cesse les partenariats. C'est toujours beaucoup plus simple de fonctionner juste entre soi. Est-ce que vous souhaitiez réagir? Sinon, on arrive doucement déjà à la fin de cette deuxième table ronde. Si c'est possible, j'aurais bien aimé entendre encore un peu plus d'illustrations sur ce phénomène que Edith, tu as commencé à décrire, que vous étiez dans des situations où vous avez pu convaincre certains et pas d'autres. Donc il y avait une ambition de l'action, voire slash politique, au-delà de la recherche. Ça peut être parfois très frustrant. Donc, on vient de faire une petite expérimentation dans les Vosges, desquelles on va vous parler aussi. Et c'est pas évident, parce que là, il y a des gens il y en a peut-être qu'on n'arrivera jamais. Est-ce que vous avez tiré des... Voilà, ma question c'est plutôt, pardon, je n'étais pas très claire en commençant, mais ma question, j'atterris sur quelle leçon vous en avez prise? Est-ce qu'il faut faire des alliés avec ceux qui sont prêts ou est-ce qu'il faut essayer de convaincre c'est là que je trouve aussi à la fois, on peut le voir comme quelque chose de confortable ou de lâche, de finalement se retrancher dans la position du chercheur à la fin et de dire ceux qui veulent faire, faites, et puis les autres, tant pis, et nous on continue notre recherche. Je pense que clairement, des fois, on s'est posé la question en ces termes-là. Après, moi je trouve que ce qui est quand même intéressant, et ça ressort dans ce que tu dis Bruno, c'est que finalement, le travail entre les chercheurs et les techniciens, on a eu parfois des incompréhensions, mais on a réussi à travailler ensemble, prendre des nouvelles méthodes de travail, adopter des vocabulaires communs, etc. Et ça, on voit que ça a infusé, quoi, et que maintenant il y a des choses qui se passent sans nous, pour lesquelles on est sollicité, mais avec lesquelles on n'est pas en prise directe, ça s'appelle plus le récit pédal, mais on voit que ça fait des petits, que ça se poursuit, je sais pas comment. Et après, pour les élus, ils sont aussi, là, c'est aussi une question de temporalité, ils sont pris dans leur mandat, là, l'espace Baldon est en reconfiguration, donc au niveau politique, c'est un peu en stand-by, mais au niveau technique, on voit que ça fonctionne. Et moi, je pense que c'est ça que je retiens, que finalement, avec les collègues de travail, finalement, c'est plus à ce niveau-là, et dans les élus, oui, on ne ratera jamais, c'est dommage. Et un sujet comme Alpage Sentinelle, en son temps, et récit biodal, c'est 2 heures dans le conseil d'administration de la Fédération des alpages, quand le sujet arrive pour la première fois. Tellement ça questionne, et pourquoi, et ça veut dire qu'on prête le flanc, on sort de ses certitudes, on prête le flanc à autre chose. Et ces 2 heures passées avec une vingtaine de personnes, c'est que ça repart ailleurs encore après. Et tout ça, c'est gagné aussi. Et la science, à chaque fois, elle amène du fond à ces éléments-là. Elle repose des bases, elle change les vocabulaires, elle rééclate les mots. Et pour nous, c'est complètement nécessaire. Oui, c'est de remettre les choses à plat, de faire cogiter en fait, les personnes présentes. De sortir avec mes mots à moi, c'est de sortir des lieux communs, des certitudes préétablies, et de venir par des mécanismes qui ont été travaillés par ailleurs, par les mécanismes, pas seulement de sciences sociales, du coup, mais prenons cela parce qu'ils sont plus difficiles à appréhender quand on est dans des contextes très techniques, viennent obliger une réflexion beaucoup plus ample sur des champs beaucoup plus larges et d'aller questionner des signaux faibles qui ne sont pas vus sinon en fait. Voilà, c'est vraiment d'aller rééclater les questions pour réapprofondir et aller chercher de l'objectivation plus en profondeur. Ça ne sera jamais fini, c'est une quête permanente de sondage. En plus,
vous parliez de choses qui étaient assez linéaires, en disant le loup sera là, il faut s'y habituer, mais il va peut-être se passer encore d'autres choses par-dessus. Et c'est pas si linéaire que ça. Et comment est-ce qu'on intègre cette complexité, créée déjà par l'objet, pour prendre celui-ci, mais par d'autres en plus. Voilà. Donc, et en plus, parfois les objets disent autre chose que ce qu'ils avaient à dire. C'est-à-dire que la question du loup amène le chien de protection. Le chien de protection crée des conflits. Est-ce que ces conflits, c'est seulement randonneur-chien, ou est-ce que c'est globalement un conflit global du rapport de la société avec les espaces naturels et les gens qui les utilisent? Je crois que ça mérite d'être travaillé. Et d'en rester qu'au premier ressenti, c'est jamais suffisant. C'est intéressant parce qu'on démarrait en questionnant la notion d'adaptabilité. Comment est-ce que l'être humain s'adapte à la nature s'adapte à l'être humain. Et en fait, là, c'est aussi comment est-ce que le travail de recherche s'adapte à l'actualité, comment est-ce que les acteurs de terrain s'adaptent au jour le jour, finalement. Parce que tous les usagers, les usagères de ces espaces, que ce soit des acteurs du monde pastoral, du monde récréatif, finalement, ils sont tous dans cet équilibre, ce rééquilibrage entre adaptation, négociation, jeu de distance, un peu de proximité. Et c'est quelque chose qui change d'une montagne à l'autre, qui change d'un jour à l'autre aussi, finalement.